Je voudrais tout d'abord remercier la jeune société algérienne de pharmacie hospitalière et oncologique de m'avoir invité à ce deuxième congrès. Je la remercie aussi d'avoir accepté le thème que je leur ai proposé. Et ce thème m'a été dicté par un double souci, un souci pédagogique en nous participant à la formation des jeunes pharmaciens par un module qu'on encadre sur la méthodologie et sur la vigilance et l'épidémiologie en général. Et le deuxième souci, c'est un souci d'ordre pratique, des relations qu'on a au niveau de l'hôpital ou en santé publique en général, et les relations qui existent entre le pharmacien, le médecin, et surtout cette idée qu'on a toujours voulu construire, l'idée de l'équipe sanitaire, et qui malheureusement n'existe pas toujours. Donc, pour ce qui est des problématiques qui ont justifié ce thème, je voudrais surtout porter un certain nombre de réflexions sur la pratique dans les stratégies de santé du pharmacien, et particulièrement, je me limiterai à l'hôpital, puisque c'est le thème du congrès, et de faire un certain nombre de constats qui m'ont permis de faire ces réflexions. Donc, sur le plan pédagogique, la formation de pharmacien, elle mène à différents domaines. Entre autres, l'option de pharmacien hospitalière qui est, même en Europe, qui est assez récente. Ce qui se constate, du moins chez nous, et un peu partout dans le monde aussi, c'est que cette formation, elle diffère des pays, que l'enseignement assuré pour ce type de formation est souvent assuré par des non-praticiens, c'est-à-dire il y a des pharmaciens qui n'exercent pas à l'hôpital et qui peuvent enseigner cette discipline, qu'il y a des contenus des stages qui sont, pour le pharmacien, qui sont souvent non définis, et ça, que ce soit en graduation ou post-graduation, qu'il n'y a pas d'enseignement commun avec les autres disciplines, je parle surtout avec les médecins, qu'il y a une absence de coordination entre la pratique et la théorie, et ça se retrouve un peu au niveau de toutes les sciences de la santé. Un autre aspect qui me paraît important, dont on doit tenir compte dans l'approche de la projection hospitalière ou en santé publique des professions de santé, c'est qu'il y a des pratiques, pour une même discipline, il y a des pratiques multiples. Ça, c'est dû au fait qu'il n'y ait pas d'évaluation, qu'il n'y ait pas particulièrement au départ, un encadrement pédagogique assez cohérent, et qu'il n'y ait pas aussi des stratégies, que ce soit des stratégies d'enseignement ou de santé publique. Je me suis posé la question si... et j'ai parcouru un petit peu la littérature, et j'ai trouvé qu'un peu partout, souvent ni le malade, ni parfois le médecin hospitalier ne savent exactement ce que fait le pharmacien. Alors, je ne vais pas aborder des activités connues, et je suis incapable de les aborder, je suis incompétent pour ça. Par contre, je vais rester dans la problématique pour le moment, du fait qu'il y a le pharmacien, il y a le médicament, il y a les lieux d'exercice et il y a aussi le malade. C'est tout ça qui forme le système, si vous voulez. Pour ce qui est du médicament, ce que je vais dire, c'est des évidences. Le médicament est devenu un produit quotidien. Il n'y a pas une famille où il n'y a pas des médicaments qui traînent. Il n'y a pas un endroit où on ne recherche pas le médicament. Donc c'est devenu un produit vraiment du quotidien. Dans certains pays, il y a un gros problème de surconsommation, et je pense que notre pays aussi est vers cette voie, vers cette tendance de surconsommation de médicaments. Certes, il y a des progrès thérapeutiques probants, mais souvent,
ce ne sont pas les progrès thérapeutiques qui nous interpellent. Souvent, ce qui nous interpelle, c'est le mésusage et la méconnaissance de ce produit. Et il est à l'origine de très graves crises sanitaires. Je ne vais pas revenir sur ça. Je pense que vous êtes tous assez bien informés. Ces graves crises sanitaires, elles n'ont pas débuté avec le médicament. Elles ont débuté avec des affections qui étaient émergentes, qui étaient réémergentes, qui sont apparues, des nouvelles. Et le médicament s'est greffé sur cela bien après, parce qu'il faut s'inscrire dans. Parce que souvent on n'a pas de mémoire et on ne fait pas souvent. Vous savez, on dit que celui qui maîtrise le présent a le passé, parce que c'est du passé qu'il fait son présent, et celui qui maîtrise le passé maîtrise le futur. Souvent, on ne fait pas cette rétro, on ne s'informe pas en rétro, ce qui ne nous permet pas d'apprécier soit les progrès, soit les erreurs qu'on fait. Le médicament en risque, maintenant c'est connu, le médicament est devenu un risque. Et il peut provoquer des dangers. C'est pour cela qu'on pense que maintenant, il y a depuis quelques années, on a développé cette notion de sécurité sanitaire qui a débuté dans les années 90. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est les années de la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Bien avant, ça a été le sida, le sang contaminé en France. Tout ça, ces graves crises sanitaires ont entraîné l'émergence de nouveaux dispositifs réglementaires, de nouvelles études, et ont mis aussi en place des dispositifs de surveillance tels que les agences sanitaires, l'agence du médicament, l'agence du sang, tout ça, c'est venu après ces crises sanitaires. C'est l'aspect positif, si vous voulez, de ces crises. Ces agences et tous ces dispositifs de surveillance ont été créés pour anticiper sur l'apparition de ces risques et de les identifier. C'est ce qu'on définit par la vigilance. Alors je me suis posé la question aussi, quel serait le rôle du pharmacien hospitalier dans ces stratégies de sécurité sanitaire? Ce que je disais tout à l'heure, je parlais de vigilance. À mon sens, en tant que prof de santé publique, en tant qu'épidémiologiste, il me semble que l'une des premières fonctions essentielles du pharmacien, c'est cet aspect de pharmacovigilance. C'est quoi ça s'intègre dans ce qu'on appelle la veille sanitaire, c'est-à-dire la détection précoce du risque induit par le médicament, la collecte de cette information, les systèmes de collecte qui sont mis en place par lui, l'analyse, sa capacité à analyser et à interpréter des données sur cet événement qui est induit par le médicament. Et tout ça pour mettre en œuvre des stratégies et des pratiques de santé publique, mais à une condition, et ce n'est pas souvent le cas, et c'est ça ce qui est malheureux, c'est souvent l'information qui est produite quand il y a un système de pharmacovigilance ou un système de vigilance. Je vous parle par exemple des maladies à déclaration obligatoire. Quand il y a ce système, souvent l'information n'est pas donnée à celui qui devrait s'en servir pour réduire ce risque. Chez nous, c'est souvent horizontal, elle monte au ministère et souvent elle ne revient pas. Quand ça existe, la pharmacovigilance, on a au niveau de l'Institut national de santé publique, on a un organisme chargé de cela. Mais malheureusement, à l'échelle locale, c'est à l'état embryonnaire. Donc je parlais de cette pharmacovigilance, c'est la notification des effets indésirables. À l'heure actuelle, c'est une surveillance pratiquement passive. Il est rare qu'il y ait des enquêtes, il est rare qu'on anticipe sur ces événements. D'où le problème qui se pose actuellement en matière de pharmacovigilance, c'est le problème de la sous-notification, particulièrement dans un domaine que vous connaissez bien, puisqu'il fait partie de vos préoccupations, en cancérologie. Alors là, il n'y a pas du tout de notification chez nous concernant les risques
dues aux médicaments anticancéreux. Et les raisons, vous les connaissez. D'une part, il y a un problème de formation, que ce soit des pharmaciens ou des médecins. D'autre part, il y a d'autres leviers qui font que cette information ne passe pas. Dans cette veille documentaire, quel devrait être le rôle du pharmacien hospitalier? Il lui est exigé, pour pouvoir assurer ce rôle, de connaître les médicaments à risque, d'en être bien informé. Et particulièrement lors de la prescription, de la dispensation des médicaments, etc. Deuxièmement, il devrait connaître aussi les risques spécifiques de certains médicaments isolés. Et enfin, là aussi, c'est un élément important dans cette stratégie de veille sanitaire, il y a des situations particulières. Et parmi les situations particulières, il y a la polymédicamentation, qui est la situation à risque la plus évidente, où les interactions augmentent, et ça aussi c'est une évidence, et c'est assez connu. Là, j'ai fait juste un rappel des effets indésirables par interaction. Ce genre de fiche, qui devrait exister un peu partout et dans tous les services, n'existe pas. Ça peut être une documentation qui peut être à la base de la mise en place de supports pour faire des déclarations ou de la détection de ces risques. Deuxième aspect que je voulais aborder dans ce rôle qui me paraît éminemment fondamental en milieu hospitalier ou même en santé publique, c'est l'éducation thérapeutique du patient. Vous savez, ces derniers temps, dans tous les congrès qui sont organisés par les médecins, on parle d'éducation thérapeutique, mais on n'en fait que parler. Dans les services, il y a très peu de services pourquoi? Parce que elle ne s'improvise pas, l'éducation thérapeutique. On est formé à cela. Ce n'est pas parce qu'on maîtrise le diabète qu'on peut éduquer un malade sur le diabète. Souvent, c'est plus le malade qui connaît un peu plus les notions d'éducation que le médecin. D'ailleurs, on parle dans certains pays de patients acteurs de santé. C'est-à-dire que le patient vient et donne des formations aux médecins et aux pharmaciens. Donc ça, c'est un processus qui est centré sur la personne, qui est intégré à son parcours de soins. Et là, le pharmacien, il est, à mon sens, et partout d'ailleurs, on le retrouve dans toutes les publications, c'est le pivot de l'éducation thérapeutique. Et ça a un impact énorme. Ça a un impact sur la morbidité, ça a un impact sur la réduction des risques du médicament, ça a un impact financier, ça a un impact sur la gestion des produits pharmaceutiques, etc. Mais il n'en demeure pas moins, que ce soit le médecin ou le pharmacien, l'action est meilleure quand c'est une équipe qui mène tout cela. Là, c'est quelques activités, si vous voulez, missions du pharmacien en matière d'éducation thérapeutique. J'ai essayé de montrer à travers certaines études qui ont été faites, des essais contrôlés randomisés, c'est-à-dire des niveaux de preuves assez élevés, en matière surtout chez les diabétiques, que l'apport du pharmacien est important. Ça, c'est des études, je vous dis, ces études, c'est des études assez probantes. Le critère de jugement était le changement du taux d'hémoglobine glyquée. Et on a constaté que l'association d'une démarche éducative à une optimisation de la thérapeutique médicamenteuse par un pharmacien, elle a montré une amélioration significative de l'adhésion du patient et à l'observance de ce traitement et aux résultats sur le plan clinique et biologique. Mais comme je le disais tout à l'heure, on ne peut pas faire l'éducation thérapeutique parce qu'on le veut. Cela nécessite une formation
et cela nécessite aussi une intégration dans une équipe qui est préparée pour cela et qui intègre cette éducation thérapeutique dans sa stratégie de prise en charge des soins. On ne peut pas faire... Vous savez, ce qui est désolant chez nous, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se font, mais elles se font d'une manière parcellaire et elles se perdent. Souvent, chacun travaille dans son coin, ou bien on travaille dans la précipitation parce qu'il y a une publication à faire, parce qu'il y a un congrès, parce qu'il y a une thèse à préparer, parce qu'il y a un projet à présenter qui a un financement. Mais cette culture de la recherche scientifique, cette culture de la vigilance, cette culture de la mise à jour, elle est difficile à mettre en place. Elle est difficile parce que non seulement c'est une volonté de l'apprenant, de l'acteur, mais c'est aussi une volonté de l'État. Et une société comme la vôtre, s'il y a bien une voie dans laquelle elle devrait s'engager, c'est la voie scientifique. Elle devrait mettre en place toutes les conditions pour assurer aux pharmaciens et au-delà du pharmacien les conditions nécessaires pour qu'ils puissent se mettre à jour et puis qu'ils puissent faire des publications qui remettent un peu à jour les valeurs qu'on a. On a des valeurs, mais elles ne s'expriment mieux qu'à l'étranger, on ne sait pas pourquoi. Si, on sait pourquoi. Mais ici, localement, c'est très difficile de valoriser toutes ces compétences. Un autre aspect qui n'est pas mis en valeur et qui est aussi fondamental au niveau de l'hôpital, vous savez que les critères de qualité maintenant ne s'apprécient pas uniquement à travers les indicateurs de mortalité ou de morbidité ou de prise en charge au niveau d'un hôpital, mais ils s'apprécient à travers la qualité de soins, et la principale qualité de soins, c'est l'hygiène. C'est-à-dire, si un hôpital n'a pas ce minimum, c'est très difficile de parler de qualité, et c'est très difficile que cet hôpital ait les accréditations nécessaires, etc. Donc, dans cette lutte contre les infections nosocomiales, dans cette stratégie d'hygiène hospitalière, là aussi le pharmacien a un rôle déterminant. Mais malheureusement, du moins ce que je connais ici chez nous, il y a très peu d'interventions des pharmaciens, particulièrement des pharmaciens hospitaliers dans ce domaine. Et il y a vraiment un champ assez large. Il y a le problème de l'antibiorésistance chez nous, il y a le problème de la stérilisation, il y a le problème des plans de lutte contre les infections nosocomiales. Et dans toutes ces activités, la place du pharmacien, elle est importante. Elle est importante, pas importante, elle est même déterminante. Pour le débat, on peut en discuter, si vous le voulez. J'ai relevé, à travers là aussi de la littérature, les autres participations du pharmacien prouvées et validées. Et je voulais mentionner uniquement les deux axes importants. C'est dans le cadre de la recherche, la participation entre le promoteur de la recherche, l'investigateur et le pharmacien, et les deux concernant la rationalisation des essais cliniques et les recherches et essais cliniques, qui chez nous ne se font pas dans le cadre de l'institution. Il y a l'INSP, l'Institut national de santé publique, qui a ses prérogatives, mais à l'échelle locale, ces prérogatives ne sont pas... Pourtant, il y a des services qui sont formateurs pour ce genre d'enseignement et pour ce genre de pratique, mais malheureusement, ils n'ont pas les moyens pour pouvoir diriger et faire ces recherches et ces essais cliniques. Ce sont les services d'épidémiologie et de médecine préventive. Là aussi, c'est des évidences pour au niveau des différentes étapes de la chaîne de soins. Alors, si vous voulez, là aussi, j'ai repris un commentaire qui est fait à partir des études sur
une centaine de prescriptions au niveau des hôpitaux, on a constaté que 10% de ces prescriptions ont nécessité l'intervention du pharmacien, soit auprès du prescripteur ou via le dossier médical. Et particulièrement dans le cas des surdosages, des sous-dosages, problèmes de voie d'administration, les contre-indications, les interactions médicamenteuses. Là aussi, tout cela est en faveur du rôle important du pharmacien dans la prévention des erreurs médicales et de l'amélioration de la prescription. Ici, j'ai repris, c'est une publication qui a été faite dans la revue Pharmacien hospitalier et pharmacie d'hôpital et clinique, où il y a les principales activités dans lesquelles s'intègre le pharmacien hospitalier. Mais parmi toutes ces activités, il y a 2 activités qui reviennent partout, c'est l'évaluation de la pharmacothérapie et l'évaluation de l'utilisation des médicaments qui sont les plus retrouvés. Et ils reflètent 2 domaines prépondérants de la pharmacie hospitalière, l'analyse pharmaceutique et le bon usage du médicament. Posez-vous la question si au niveau de nos hôpitaux tout ça se fait, et c'est vous qui apporterez la réponse à ce questionnement que moi je me pose, parce que c'est des choses qui m'échappent, et peut-être pour moi c'est l'occasion de faire un premier pas vers les pharmaciens, et peut-être aussi c'est une occasion aussi de nous intéresser à ce qui se fait par eux pour mieux intégrer et mieux développer cette équipe sanitaire qui reste balbutiante. Toutes ces études se sont basées sur une série sur 8 marqueurs qui ont été la mortalité, la morbidité, les erreurs, les effets indésirables. Tout ça, c'est assez connu, mais souvent c'est connu, mais ce n'est pas rapporté, ce n'est pas publié. Quelles que soient les activités qu'on mène, que ce soit de la gestion des stocks jusqu'à la pharmacovigilance ou à la prescription, il y a un élément qu'on ne devrait pas perdre de vue, et surtout dans votre domaine, c'est le problème de l'éthique. Là aussi, il y a beaucoup de choses à rattraper. Non seulement à rattraper, on a des conseils d'éthique, on a des comités d'éthique. On en parle, mais il est rare. Maintenant, on demande quand il y a une publication, certains congrès exigent que ces publications passent par le comité d'éthique. Maintenant, quand les Algériens veulent publier à l'étranger, on leur demande que, même si leur publication répond aux normes sur le plan des normes scientifiques, on leur demande l'aval du comité d'éthique. Et souvent, ça a bloqué certaines communications. Donc, il ne faut pas oublier que celui qui reste au centre de toutes ces activités, c'est un être humain, c'est le malade. Je voulais aborder aussi un aspect, c'est juste pour animer un petit peu la discussion et me mettre dans votre contexte, c'est-à-dire répondre un petit peu aux préoccupations de votre société. J'ai essayé d'aborder l'aspect des médicaments anticancéreux. Je vous ai parlé tout à l'heure de la sous-notification dans plusieurs pays, particulièrement les pays européens, des interactions médicamenteuses concernant les anticancéreux et de la toxicité de certains médicaments anticancéreux. Il faut savoir que chez nous, du fait qu'on ne participe pas beaucoup avant la mise sur le marché du médicament, quoi qu'on ait un laboratoire national de contrôle du médicament, en ce moment, là où on peut intervenir, c'est surtout dans l'évaluation après commercialisation. C'est-à-dire, on a les aptitudes pour pouvoir, à partir du moment où un médicament anticancéreux est mis sur le marché et utilisé au niveau d'un hôpital ou d'un centre anticancéreux, on a la possibilité de s'organiser
pour pouvoir l'évaluer en post-commercialisation. Et ça existe un peu partout parce que la littérature le relève, c'est que souvent, beaucoup de médicaments innovants qui ont été mis sur le marché, il y a des problèmes. D'abord, souvent, le profil de sécurité d'emploi, il est à court terme, c'est-à-dire on ne l'a pas évalué à moyen, à long terme. Il y a le problème des effets rares, qu'on ne mentionne pas, et rarement aussi. Il y a le profil de sécurité, j'en ai parlé, à moyen long terme, qui est peu ou pas connu. Et il y a beaucoup d'inconnus concernant les mécanismes d'action, surtout qu'on a de plus en plus maintenant tendance à voir des cancers se chroniciser. Et ça, donc, on devrait un petit peu attirer l'attention des médecins et des pharmaciens et des oncologues sur ces aspects. Il en est vraiment de la qualité de notre prise en charge, de la crédibilité des soignants, de faire attention à ces aspects. Toujours dans cette évaluation, vous savez, il y a toujours, quel que soit le médicament le plus anodin, il y a le bénéfice et il y a le risque. Le bénéfice, ne vous en faites pas. Il y a suffisamment de publicité, même maintenant à la télévision, sur les bénéfices des médicaments. C'est le risque qu'on connaît le moins. Donc, c'est pour ça qu'on parle de vigilance. Et même si beaucoup d'études probantes montrent l'efficacité, il ne faut pas remettre en cause cette efficacité, mais c'est bon d'être vigilant. C'est pour cela que la problématique de l'évaluation, ça va comment on évalue les connaissances. On devrait évaluer nos connaissances, comme on devrait aussi évaluer l'efficacité de ces molécules, qu'elles soient nouvelles ou anciennes, toujours par rapport après commercialisation. Pour cela, pour pouvoir évaluer, on doit obligatoirement maîtriser certaines méthodologies. Là aussi, ça ne s'improvise pas. C'est quelque chose qui se prépare, c'est quelque chose qui a des protocoles qui sont faits, il y a des protocoles qui sont faits et validés par des équipes compétentes et qui a un suivi et il y a un retour aussi des résultats. Et ça aussi, c'est une équipe qui s'occupe de tout cela. C'est ce qui a fait, maintenant, c'est pour cela qu'on parle maintenant de pharmacoépidémiologie. Et là aussi, je pense que c'est un secteur qui devrait être, c'est un terrain qui devrait intéresser maintenant les jeunes pharmaciens hospitaliers pour qu'ils puissent mener à bien ce type d'activité. L'évaluation de l'utilisation des bénéfices de risque des médicaments en situation réelle de soins ou bien des applications de méthodes épidémiologiques à la pharmacologie clinique. Ça, on le fait comme enseignement au niveau de la graduation. Et dans l'encadrement des thèses de certains pharmaciens, on le fait aussi. Cette diapo ne vous semble pas à propos, c'est vrai, ce n'est pas un cheveu sur la soupe, dans la soupe plutôt, mais c'est plutôt, on a essayé d'aborder le problème de tous ces aspects de l'équipe sanitaire, de l'efficacité, de la qualité des soins, de la sécurité des soins, à travers les projets d'établissement. Et on a essayé de voir un petit peu quelles sont les forces, les faiblesses, l'opportunité, les menaces concernant la sécurité des soins dans notre établissement. Et vous voyez que la pharmacie est partout. De la force de l'existence d'une pharmacie centrale, avec un comité du médicament, ça c'est dans les textes, hein, jusqu'à le problème, les grandes faiblesses, c'est le problème de la vigilance. Les opportunités, c'est tous les leviers et les outils dont on dispose pour réagir à ces insuffisances. Et enfin, les menaces, c'est que la routine risque de nous, progressivement, de nous éloigner de ces activités et de dévaloriser toutes les actions qui sont faites par
les acteurs de soins, que ce soit les pharmaciens, les médecins ou les autres acteurs. Alors, pour terminer, la pratique pharmaceutique, comme toutes les pratiques de soins, elles ont évolué, considérablement évolué. Et cette évolution, elle est aussi bien scientifique que sur le plan réglementaire. Vous savez que maintenant, il y a une judiciarisation des pratiques, surtout avec le développement des nouveaux médicaments, l'intégration de nouvelles technologies, l'émergence de nouveaux modèles de pratique. Et surtout, et là il y a aussi l'émergence d'une société civile qui devient de plus en plus attentive à ce qu'on fait. Ce qui est une chose très positive. Et je pense que l'ambition qu'on devrait partager, c'est de faire passer, c'est qu'on puisse passer d'une implication passive, qui est souvent le cas de nos professionnels, à une responsabilité un peu plus active au redressement des activités de santé en général et hospitalo-universitaires en particulier. Mais cette évolution ne se fera pas uniquement, on a des décrets, on a des lois qui parfois sont très bonnes, mais dans l'application, elles restent très lointaines de la réalité, mais à travers surtout une bonne communication et, entre les différents acteurs et professionnels de la santé publique. Et je vous remercie.